Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous pour cet événement autour des collaborations entre start-up et grands comptes, événement récurrent qu'on organise depuis maintenant quelques années au sein de Finance Innovation. On va vite rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, quand même une courte présentation de Finance Innovation, même si beaucoup d'entre vous doivent nous connaître. Donc, nous sommes un pôle de compétitivité, on a été créé il y a maintenant une quinzaine d'années, on essaye de regrouper tout l'écosystème financier au sens large. On a aujourd'hui presque 600 membres adhérents de Finance Innovation, start-up, TPE, PME innovantes, mais aussi corporate, comme ceux que vous allez voir aujourd'hui, des académiques, des cabinets de conseil et même des acteurs institutionnels. Notre objectif au quotidien, c'est d'encourager, d'accompagner l'innovation au sein de notre écosystème et surtout d'animer cet écosystème, essayer de créer des synergies entre nos membres afin d'accélérer nos fintechs d'une part et d'accélérer la digitalisation de nos grands groupes d'autre part. Ces synergies nous tiennent vraiment à cœur. C'est notamment pour ça qu'on organise ces événements, pour les mettre en avant, que vous compreniez comment ça marche, parce que ça leur apporte respectivement. Peter, un petit mot sur le contenu de l'événement avant qu'on rentre dans les interventions. Merci Hugo. Le principe des collabs est simple. En gros, ce qu'on attend, c'est sur 3 axes. La genèse du partenariat, la conduite du projet et les perspectives. On va vous présenter aujourd'hui 3 collaborations qui sont justement Budget Insight avec BPI France, CashLab avec Kiriba, Tessie avec Blackwell, dans le sens où justement ces partenariats sont un peu des synergies, les retours d'expérience, surtout vis-à-vis des succès, des appels d'offres, des appels de partenariat. Enfin voilà, on va découvrir tout ça prochainement et incessamment sous peu, justement, avec Pierre-Nicolas Patouillard qui est présent aujourd'hui, directeur de Financial Services de KPMG. Exactement. Voilà. Je vous souhaite une bonne séance et je te laisse la parole. Et merci à toi. Et merci à toi pour l'animation de cet événement. Merci à vous. Merci à l'audience qui a eu la gentillesse de se connecter. Ce que je vais peut-être commencer, je vais peut-être proposer au premier couple, si j'ose dire, de venir nous rejoindre. Je vais vous demander de vous présenter rapidement, puis je le ferai aussi. Peut-être juste. Donc, c'est juste vous présenter. Je suis le premier du couple. Voilà. Donc, Bertrand Jeannet, je suis directeur général de Budget Insight. Budget Insight, on est un des leaders européens de l'Open Finance. Avec une API unique, on permet d'agréger les actifs financiers, les documents. On permet aussi d'initier des virements de compte à compte. Aujourd'hui, donc on va fêter nos 10 ans dans quelques jours d'ailleurs. On a 230 partenaires, on travaille avec les plus grandes banques de la place en France et aussi en Italie, les plus grandes compagnies d'assurance, les logiciels de gestion d'entreprise. Voilà, un écosystème très varié et très diversifié. Voilà, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je suis Mathieu Eloin, je suis le Chief Digital Officer de BPI France. Alors moi, je m'occupe de 2 choses. Je m'occupe de la transformation digitale du groupe. Donc, il y a 7 métiers chez BPI France, de la création à l'export, donc de la création d'entreprise à la très grosse entreprise. On essaie d'accompagner les entrepreneurs dans leur croissance tout au long de leur aventure. Et donc, moi, j'aide les métiers à utiliser le levier digital, à innover sur leur processus. Donc, je m'occupe du programme d'Open Innovation du groupe et je m'occupe aussi de la direction des plateformes digitales qui permet aujourd'hui d'offrir la plateforme PGE à la place, qui a orchestré la distribution des prêts PGE, de la banque digitale TPE, donc pour les petits crédits au TPE que nous délivrons intégralement en digital avec les régions notamment. Certains ont peut-être entendu parler du prêt relance ou du prêt rebond. Voilà, c'est les équipes digitales de BPI France qui opèrent ces plateformes. Merci. Et pour finir la présentation, donc effectivement, comme indiqué tout à l'heure, moi je suis directeur chez KPMG dans les services financiers et je m'occupe particulièrement de tout ce qui est transformation digitale, innovation et fintech, évidemment. Ce sont des aspects que j'aborde sur 3 casquettes, donc conseil, je viens de le dire, mais aussi comme praticien et comme chercheur, puisque il n'y a pas très longtemps, j'étais directeur innovation de retail international et services financiers spécialisés de la Société Générale. Et c'est là où justement, j'ai vu que c'était un sujet, surtout à l'époque, qui, dans tout le secteur, absolument tout le secteur, n'était pas totalement craqué encore et qui pourtant s'imposait.
Et donc, je me suis épris d'une thèse sur le sujet pour essayer de décrire finalement ces projets qui sont spécifiques et pourtant souvent adressés de manière assez traditionnelle. J'ai essayé d'introduire des notions type transfert de compétences, de savoir-faire dans les deux sens, et surtout la gestion de projets associés qui est souvent peu spécifique. Donc c'est un sujet qui nous amène encore aujourd'hui à récupérer des bonnes pratiques, et je pense qu'on en aura pas mal dans le panel. Ce qui est intéressant, c'est de voir le glissement sémantique qui s'opère. Avant, dans l'open innovation, les événements, c'était start-up banque souvent. Et là, judicieusement, Finance Innovation a indiqué collaboration start-up grand compte. Parce qu'effectivement, ce qu'on voit émerger, ce sont des acteurs de la tech établis qui eux-mêmes collaborent de plus en plus avec des fintechs pour finalement vendre encore mieux, notamment aux banques. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, le panel qu'on a ici, donc banque, fintech, puis après tech établi, fintech, comme on va voir tout à l'heure, est assez complémentaire, assez intéressant. Et je pense qu'il est aussi illustratif du développement des offres de plateforme où là, par définition, par construction, savoir collaborer devient un savoir-faire critique. Donc voilà pour l'introduction sur global, je dirais. Commençons par le cadre banque fintech, si vous voulez bien, surtout que si j'ai bien compris, entre un agrégateur qui est implanté de manière européenne depuis longtemps et qui a cette spécialité, et puis la BPI qui est vraiment, je dirais, habituée, parce que je crois que c'est combien d'expérience avec des fintechs depuis 5 ans? 75. Voilà, donc il y a un certain effet expérience. Je ne me sens pas privilégié du tout. Avec toi, on est allé un peu plus loin. Hein. Donc, si vous voulez bien, on peut peut-être commencer par la base, en fait, qui est de savoir quelle était l'opportunité qui vous a fait vous intéresser l'un à l'autre et quel était le savoir-faire, en fait, que vous recherchez chez l'autre. Peut-être d'abord du point de vue de BPI. Absolument. Alors, nous, l'open banking est un sujet que l'on regarde depuis plus de 3 ans chez BPI France et en particulier à DSP2, puisque pour ceux qui ne le savent pas, chez BPI France, donc déjà, on ne sert que des entreprises et on a la particularité en tant que banque de ne pas être teneur de compte. C'est-à-dire qu'on n'est pas une BNP, une Société Générale, un Crédit Mutuel, donc on ne tient pas les comptes des entreprises. Par contre, on prête, on investit, on les accompagne, on leur offre un certain nombre de panels de services. Donc, il se trouve que le métier de banquier aujourd'hui, avec la DSP2 et tous les flux d'agrégation bancaire, nous intéresse beaucoup pour pouvoir mieux servir nos clients. Donc, effectivement, il y a maintenant près de 3 ans ou 2 ans et demi, nous avons initié une première maquette pour demander à nos clients, aux clients de BPI France, s'ils pouvaient être intéressés par ce type de service d'agrégation, sachant que de l'autre côté, nous avions un intérêt et que nous leur avons posé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on récupère ces infos que nous n'avons pas, nous pouvons les accompagner un peu plus temps réel que par des analyses de bilan. Comme vous le savez, les bilans arrivent à la fin d'une activité, donc avec un an, on va dire, avec du retard par rapport à la situation réelle de l'entreprise. Et comme aujourd'hui, notamment sur les petites entreprises, il y a une grosse sensibilité aux aspects de trésorerie, c'est un élément assez essentiel pour mieux les accompagner. Et donc, nous, c'est là où on intervient pour permettre justement à BPI de proposer ce service de gestion de trésorerie en se basant sur l'agrégation des données bancaires des pros qu'on agrégé et qu'on leur redistribue. Là, je pense que l'avantage qu'on avait, c'est qu'en fait, nous, on s'est vraiment construit sur une verticale qui est la verticale de tous les logiciels de gestion d'entreprise et donc de cette connaissance des comptes professionnels qui est assez différente des comptes particuliers. Ça nous a permis de vite avancer, de soulager, j'ai envie de dire, BPI de ces contraintes
qui sont à la fois des contraintes réglementaires parce que c'est un service qui est réglementé par la DSP2. Aujourd'hui, nous, on est établissement de paiement. On a Ce que nous ne sommes pas. Voilà. Peut-être que vous le deviendrez, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Mais, et donc, bon, je ne vais pas utiliser trop le mot de contrainte parce que ça fait un peu... la compliance, c'est une contrainte. C'est juste qu'on a des obligations assez lourdes et donc des investissements assez lourds en face, chose que n'a pas envie de faire un acteur comme BPI France lorsqu'il veut tester un produit rapidement, avoir un go-to-market le plus court possible. Il veut juste se concentrer sur l'expérience utilisateur, la valeur ajoutée qu'il va apporter à ses clients. Et donc voilà, donc je pense que c'est un vrai gain de temps. C'est un vrai gain de temps. Pour nous, ça nous permet aussi d'éprouver un nouveau cas d'usage. Un acteur comme BPI France, c'est parfait parce que c'est quand même la promesse d'un certain volume et d'un certain usage pour vraiment confronter la demande marché. Donc, voilà, c'est vraiment gagnant-gagnant. Alors oui, je me souviens qu'on avait un peu échangé au préalable que tu avais une formule du type moi, je suis vraiment positionné sur du B2B parce que je laisse le soin au corporate, en fait, de démultiplier ma technologie en multipliant, en étant inventif sur les cas d'usage. Exactement. Nous, on a vocation à être complètement agnostique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sert un acteur comme BPI France et on sert aussi, c'est pas des concurrents parce que le positionnement de BPI France est assez particulier, mais on sert d'autres acteurs qui font à peu près la même chose, peut-être un peu plus poussé évidemment, mais des acteurs comme Agicap, comme Rocketchart qui font du prévisionnel de trésorerie. Et pour nous, c'est un appel d'air évident, c'est de dire, regardez ce qu'on fait, il y a de l'usage, ça marche, ça répond vraiment à un besoin client. Et voilà, donc complètement agnostique, on éprouve des modèles, on les tente, on devient expert et on essaye de monter en compétence sur le parcours, sur qu'est-ce qui marche pas. Il faut que ça soit en vert, en bleu, en rouge. Alors, on va peut-être pas dans un niveau de détail aussi poussé, mais on arrive vite à apprendre d'un cas d'usage qui se crée rapidement. Ok. Quel a été comment vous êtes rencontrés en fait? Comment vous êtes identifiés l'un et l'autre? Comment vous êtes rentrés en contact? Alors c'est plus BPI qui est venu nous chercher, mais comme souvent, c'est nous, on arrive souvent Tout à fait. dans le cadre d'un appel d'offres. Nous, on avait fait un premier MVP avec un des agrégateurs de la place, d'accord. Ça nous a permis d'éprouver le cas d'usage, effectivement, et de voir l'appétence de nos clients pour la solution. À partir de là, on a lancé un appel d'offres, effectivement, pour sélectionner officiellement et passer à la phase d'industrialisation avec un des agrégateurs. Et donc, Budget Insight a remporté cet appel d'offres à l'époque, justement, notamment, non pas parce que les autres agrégateurs n'étaient pas bons, mais parce que cette verticale qui était très B2B, c'est eux qui l'adressaient le mieux à l'époque. Et donc, on a choisi de partir avec Budget. Et donc là, on a démarré la phase d'industrialisation et pour nous de produits, puisque maintenant, c'est une offre de service qui s'appelle Matrezo, qui est une des premières offres de service purement digitale, issue de la DSP2 et l'open banking, et donc qui n'était pas un service à la base de 100% BPI France, comme historiquement le périmètre des offres et services de BPI France. Donc, si je peux me permettre, c'est intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que le fait d'avoir collaboré avec une fintech t'a permis d'ouvrir le champ des possibles et de contourner l'impossibilité que tu avais de ne pas avoir, enfin, plutôt le non-accès au compte te bloquer pour offrir du service à valeur ajoutée. Absolument. C'est-à-dire que de toute façon, nous, on n'aurait pas pu développer ce type de service sans Budget Insight, parce qu'on n'aurait pas... on aurait mis des années à développer un agrégateur et ça n'avait pas de sens. Donc, il y a une question de go-to-market rapide, que de pouvoir s'appuyer sur une fintech qui, elle, est extrêmement compétente, extrêmement dédiée sur le sujet. Et puis après, effectivement, là, c'est le mérite de la DSP2, c'est de nous permettre de récupérer des flux bancaires, bien sûr parce que le client l'accepte, il signe au départ, il valide, donc il est OK pour agréger ses comptes sur notre solution. Et effectivement, nous, ça nous permet d'offrir ce nouveau type de service qui aujourd'hui, qui est très
pour nous une conviction qui est extrêmement importante parce que le pilotage de la trésorerie, plus on est petit, plus c'est important. Car, je veux dire, aujourd'hui, c'est le gros sujet de faillite, peut-être avec que l'on observe, nous, en tant qu'observateurs privilégiés du monde de l'entreprise, et notamment des petites entreprises, des startups, etc. Sans doute le premier cas de défaillance, avec aussi le cas de l'association, mais c'est un autre sujet. Alors, il y a un autre élément intéressant que tu as mentionné, c'était l'utilisation d'un MVP préalable avec un concurrent, mais néanmoins confrère, mais qui a permis de te rendre plus précis, d'avoir plus de discernement dans les critères de choix de la solution industrielle. D'accord ? Donc, je comprends que là, en l'occurrence, c'était la catégorisation B2B. Absolument. Donc, c'est intéressant, ce qui montre que faire des MVP ou toute activité permettant d'accroître, entre guillemets, le stock de connaissances sur les sujets que tu as jugés critiques, c'est un bon investissement à condition d'en retirer les fruits, bien évidemment. Absolument. Et nous, c'est une démarche assez systématique. Donc, on a créé, je crois que je vous l'avais partagé, nous, on a créé une démarche, effectivement, ce qu'on appelle un cadre d'open innovation au sein de BPI France, qui embarque le métier conformité, le métier juridique, la DSI, le digital, et puis le métier référent, parce qu'il y a toujours un métier référent en fait dans le sujet de l'innovation. Et ça nous permet du coup d'aller faire un MVP dans des conditions, on va dire, dans un cadre beaucoup plus rapide, avec des dérogations, on va dire, par rapport au cadre général de la banque, ce qui veut dire que effectivement, la contrepartie, c'est qu'on est sur des MVP avec des volumes restreints, avec des jeux de données un peu plus limités, etc. Mais ça nous permet d'éprouver totalement l'usage et derrière de se dire, OK, on est d'accord pour investir. Et là, on rentre dans la phase plus industrielle en ayant déjà bien balayé le terrain, quoi. Mais c'est un vrai actif. En fait, grâce à la première collaboration avec la FINEC précédente, tu as réussi à faire bouger l'organisation. Ouais. Et à définir un cadre, un framework, peu importe, où le niveau d'exigence, peut-être pas d'exigence, mais en tout cas le type la fluidité avec laquelle tu travailles avec les fonctions régaliennes est beaucoup plus importante. Donc ça, c'est un vrai actif maintenant que BPI a pour toutes les prochaines collaborations. Absolument, et un bel exemple issu de la crise Covid, c'est qu'on n'aurait pas pu faire les plateformes digitales, la banque digitale TPE Rebond, qui est aujourd'hui la première plateforme de distribution de petits crédits aux entreprises en ligne en France et probablement en Europe en volume. Hein. C'est devenu très, très gros. Et si on n'avait pas eu ce framework qui nous avait permis, outre Budget Insight, donc de travailler avec d'autres fintech, et ben, ça ne nous aurait pas permis de construire cette banque. Et peut-être pour finir un peu dans les recettes organisationnelles que tu as mises en place, il y a celle-ci, et je crois que tu en as mis une autre en place, qui est l'articulation avec les métiers, avec des CDO miroirs de ta fonction dans les métiers, c'est ça ? Absolument, j'aime bien. J'ai effectivement un pilote digital métier par grand métier chez BPI France. Donc, il se trouve que j'en ai 9 que je coordonne et effectivement qui sont les CDO du métier financement, du métier investissement, du métier accompagnement, de la conformité, etc. Et du coup, ils nous permettent d'articuler une transformation digitale transverse en s'appuyant sur les socles communs, mais en restant très, très métier. Et ce qui permet du coup, je dirais, d'être beaucoup plus efficace que si on était une organisation purement externe, 100% digitale, mais sans métier à l'intérieur, alors que là, les métiers sont à l'intérieur. Donc, ça, c'est effectivement sans doute une des clés de réussite de notre transformation. Très bien. Peut-être sur le pilotage, pour parler un peu gestion de projet, j'allais dire, est-ce qu'il y avait des indicateurs spécifiques que vous avez utilisés pour échanger l'un et l'autre sur les mêmes thermomètres? Oui, bah absolument. Bah, là, et d'ailleurs, Budget nous a aidé là-dessus, mais sur les KPI donc effectivement d'activation, hein, qui sont très importants, c'est-à-dire ceux qui créent leur compte dessus, ceux qui vont agréger leur compte, ceux qui vont devenir actifs. Donc, on a un tunnel de conversion assez naturel. Après, on va être très, très sensible à la qualité et au volume de tickets support. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup travaillé pour vérifier. On n'a pas essayé de déployer en masse cette solution, hein, on l'a un peu on l'a réduite et on a beaucoup travaillé pendant 18 mois à essayer de bien stabiliser cet univers. Et du coup, les volumes de tickets support des clients, on observait ça également pour voir la qualité de
de la solution. Après, on regarde aussi les volumes de data qui sont collectés. Donc, on regarde la croissance de ces volumes de données et la proportion des données catégorisées versus non catégorisées, qui est aussi une donnée assez importante pour l'usage côté client. Ce qui est vraiment important, c'est le taux de transformation, parce que nous, on arrive vraiment à une étape qui est, en gros, donnez-nous vos identifiants bancaires, ce qu'on ne fait pas tous les jours, quoique bientôt, on pourrait le faire de plus en plus. Et donc, c'est vraiment la transformation que nous, on arrive de la façon la plus souple possible dans le parcours, que la personne ne se sente pas prise en otage et qu'on lui explique, qu'on l'éduque. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, c'est des choses qu'on améliore en permanence. On appelle ça la WebView, là où on entre les identifiants bancaires. On en est à la V5. Il y aura probablement une version 6 cette année parce que c'est en constante amélioration avec des échanges qu'on peut avoir avec BPI. Aujourd'hui, on approche les plus de 60% de taux de transformation, ce qui est bien. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. C'était pas le cas parce que déjà sûrement notre UX n'était pas aussi bonne qu'elle l'est aujourd'hui, mais parce que c'était un métier qui n'était pas encore connu du grand public. L'open banking, l'open finance, c'est quelque chose qui est certes assez ancien parce que ça fait 10 ans qu'on le fait, mais qui réglementairement parlant est plus récent et qui rentre dans les mœurs là vraiment en ce moment. On voit bien que depuis un an, l'usage décolle et ça prouve que les gens ont confiance. Donc c'est vraiment ce jeu-là à trouver. Peut-être rapidement, parce que l'heure tourne, si c'était à refaire, un petit peu rétroviseur, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, et puis un peu de mise en perspective de quelles sont les prochaines étapes communes, qu'est-ce que ça a ouvert comme possibilité pour l'un et pour l'autre. Si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait de mieux? Nous, c'est toujours l'amélioration continue, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ferait de mieux, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand je parle d'améliorer la WebView, de suivre le taux de transformation, de l'améliorer en permanence, ça, oui, c'est des choses sur lesquelles on a un levier important. Après, ce sur quoi nous, on a un levier aussi, c'est le temps d'intégration, donc faciliter l'intégration pour les équipes de BPI, aller toujours plus loin dans la documentation, dans la précision, dans l'accompagnement. Voilà, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a tout de suite été un acteur du B2B, donc on a tout de suite été dimensionné pour avoir des équipes qui accompagnent ces projets, qui se placent en tant qu'experts et qui savent mener à bien des projets importants. BPI, c'est un acteur qui est important, où il y a des équipes projets denses. Et il faut savoir donner le répondant en face, avoir la personne spécialiste de l'UX, du parcours, la personne responsable et garant de la compliance et du réglementaire qui arrive à expliquer ça, à vulgariser. Donc, voilà, on était dimensionné sur l'équipe projet. Ensuite, c'est vraiment de l'amélioration continue, de la documentation, de l'intégration de la techno, le rendre le plus souple possible, le plus fluide possible pour que BPI se concentre sur la valeur ajoutée de son service. Merci. Et côté BPI, si c'était à refaire ou améliorer, ce serait Alors, nous, on a vécu un épisode un peu douloureux, c'est-à-dire qu'on a eu une équipe produit qui a changé. Et alors ça... l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal. Ça, il faut surtout pas faire ça. Donc, faut mettre la bonne équipe produit dès le début et il faut pas en bouger. Bon, c'était un peu lié à des discussions politiques entre la DSI et le digital qui maintenant sont loin derrière nous, mais qui à une époque ont été un petit peu compliquées. Et on n'avait pas la même culture. Donc aujourd'hui, on a la même culture, mais à l'époque, c'était pas ça. Et voilà. Sinon, côté budget, bon, il y a une petite crise de croissance à un moment, peut-être, à un moment où budget, on avait vraiment besoin de cette qualité de service. Et là, il y avait un peu moins de répondants, et qui a été corrigé depuis, d'ailleurs. Hein. Merci de le préciser. Voilà. Non, mais c'est un problème de place. Non, c'est un problème de. En fait, ils sont arrivés au pire moment, qui était la transition entre les connecteurs en scrapping, sur lequel on s'est construit, et la transition vers la DSP2, et donc intégrer des API de banque qui étaient de qualité absolument diverses et variées. Et donc voilà, cette transition-là était un peu compliquée parce que on avait le défaut d'avoir beaucoup de clients et donc beaucoup d'usages. Et donc, lorsqu'on migre un connecteur chez nous, il y a un sujet très important qui est de garantir la continuité de service pour nos clients existants. Voilà. Dans les évolutions, j'avais noté dans la discussion que tu te posais la question d'intégrer la chaîne de valeur, peut-être d'aller un peu plus en amont. C'est une question sur l'agrégation. Que je me pose tous les jours et qu'on se pose tous les jours chez Budget Insight, c'est de se dire, voilà, on est au tout début de la chaîne de valeur.
Et ça ne veut pas dire que ce qu'on fait n'a pas de valeur ajoutée, parce que c'est très compliqué ce qu'on fait, et croyez-moi, vous n'avez pas envie de le faire. Mais oui, on se pose toujours la question de est-ce qu'on remonte un peu plus haut, est-ce qu'on va faire de la catégorisation, est-ce qu'on va faire prévisionnel de trésorerie, j'en sais rien. Moi, je sais qu'on peut tout faire, mais tout bien faire, c'est compliqué. Donc, je préfère déjà me dire je suis le TPP, l'acteur de l'Open Finance qui a la meilleure qualité de service, et je suis serein sur le fait de battre la concurrence à plat de couture. Mais et lorsque ça, ce sera fait, lorsqu'on sera certain de ça, on remontera la chaîne de valeur petit à petit. Mais oui, le champ des possibles est immense. Aujourd'hui, on a un établissement de paiement, on propose le service 7 et 8. Est-ce qu'on va aller chercher d'autres services financiers? Est-ce qu'on va remonter et mettre des cartes, ouvrir des comptes? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je sais, c'est qu'on se concentre d'abord sur notre corps, métier, et que la qualité doit être absolument clé et au rendez-vous. Peut-être un dernier mot sur l'aspect commercial. Tu parlais d'un lancement éventuellement. Oui, parce que alors justement le service Matrésor, de pilotage de ma trésorerie, est un élément clé du futur lancement des abonnements de services sur la banque en ligne BPI France. Donc ça, c'est un grand lancement qui va avoir lieu cette année, où on va offrir effectivement en digital des packages de services qui sont on va dire des fondamentaux qui existent déjà dans d'autres banques, mais c'est les encours et les documents. Et puis, de l'autre côté, des nouveaux services comme le pilotage de la trésorerie, comme le pilotage de la transition écologique et le coaching financier aussi. Et ça, sur d'ailleurs les 3 nouveaux services, on s'appuie sur des fintechs et sur des startups pour avoir une belle expérience en ligne. Et donc, voilà, ça arrive très bientôt pour l'ensemble des clients de BPI France. Merci. Donc, c'est impressionnant de voir qu'une collaboration peut absolument apporter, accélérer un renforcement de business model, puisque c'était le cas pour BPI sur ces aspects, pour cette cible. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vous conduis pas, mais je vous remercie. Bien compris. Et voilà, à bientôt. Merci. Merci. OK. Alors maintenant, on va passer à un autre type de partenariat dont on parlait tout à l'heure. Donc cette fois-ci, entre un acteur établi, en l'occurrence un leader mondial de la gestion de la trésorerie, et une fintech spécialiste du prévisionnel sur ces aspects-là également. Je vous laisse vous présenter peut-être. Beauty first. Non. Emmanuel Cantat, responsable marketing produit chez Kyriba. Ça fait une dizaine d'années que j'ai rejoint Kyriba. Kyriba qui, vous l'avez dit, est devenu en quelques années, puisque Kyriba est né dans les années 2000, en quelques années leader mondial sur son secteur, en traitant des sujets autour de la gestion de trésorerie, connectivité bancaire, les paiements, les risques financiers, le working capital, tout ça en mode cloud. Donc aujourd'hui, c'est 2500 clients dans le monde, 140 000 sociétés, un peu plus de 800 personnes qui travaillent chez Kyriba au quotidien. Et j'ai compris aussi la France comme lieu, comme laboratoire, en général et en particulier des collaborations avant de les scaler sur les autres pays. Absolument, c'est une des particularités de Kyriba, c'est aussi d'être né en France et de s'être exporté aux États-Unis. Le siège est aujourd'hui à San Diego, en Californie. C'est assez rare dans nos milieux. Et tout ça, on a encore notre R&D en France. Donc, c'est important dans le cheminement et dans ce qu'on va se dire, parce que ça nous autorise, ça nous donne un rôle un petit peu particulier au sein du groupe, ce rôle de laboratoire. On teste des idées, on teste des nouveaux modules, et la proximité de la R&D est évidemment importante. Benjamin Madjar, donc fondateur de CashLab, avec un passé à la fois de consultant expert en optimisation du cash et du BFR, la restructuration d'entreprises en difficulté, un passé de banquier. Et on a voulu mettre dans ce laboratoire du cash justement tout notre savoir-faire pour accompagner les entreprises de toute taille, alors avec un focus particulier sur les PME, ETI et les grands comptes, mais vraiment de pouvoir donner les clés de lecture de la donnée bancaire, de la donnée comptable, pour offrir ensuite tous les axes de travail pour optimiser son cash, sa trésorerie, et avoir tous les reportings possibles qui sont nécessaires sur du moyen-long terme. Et j'insiste sur la partie moyen-long terme, puisque c'est là où vraiment, avec Kyriba,
on s'est rejoints, on se connaît depuis de nombreuses années, et de fait d'avoir l'expertise de notre laboratoire d'anciens DAF et trésoriers de mettre ça dans un outil SaaS, de pouvoir le combiner à Kyriba, c'était l'objectif. Alors, sans vous susurrer le mot complémentarité comme mot-clé, néanmoins, si on devait résumer la collaboration en un mot ou une phrase, ce serait quoi? C'est ça, c'est même pas une phrase, c'est un mot. La complémentarité, elle est évidente dans les sujets que l'on traite, dans la manière de les traiter aussi, dans les cibles qu'on a, les interlocuteurs que l'on a. Donc il y a une vraie complémentarité. Vous parlez d'élargissement de la chaîne de valeur tout à l'heure. On est clairement sur ce sujet. Et donc voilà, un mot, complémentarité. Mais moi, je dirais valeur, parce que la complémentarité, c'est important, technologique, et sur l'approche, les synergies qu'on peut avoir, et puis les valeurs qu'on avait en se connaissant depuis de nombreuses années aussi. On partage la même valeur autour de l'expertise. Il faut qu'on réponde à un besoin de l'entreprise sur ces aspects experts, hein, et donc il y a un niveau d'exigence et donc les valeurs autour de ça qui sont très importantes, et donc on s'est retrouvé fortement là-dedans. Oui, parce que là l'idée c'était de renforcer votre expertise cœur, qui est bien l'environnement de la trésorerie, quoi. Donc c'est exactement ça, mais sur l'autel de l'expertise. Ok. Si on revenait sur donc tu l'as abordé tout à l'heure, l'opportunité en fait, c'était d'avoir du prévisionnel qui correspond, enfin plutôt, je dirais, ce qui a déclenché la collaboration, c'était quoi? Alors, la genèse, elle est assez classique. C'est d'abord un besoin marché. Toujours un besoin marché. C'est ensuite une stratégie de Kyriba et une conviction qui est que toutes les entreprises doivent se doter d'une plateforme, un point unique, une plateforme agnostique, communicante, pour traiter l'ensemble des problématiques de liquidité. On a souligné dans l'atelier précédent à quel point le cash, la liquidité est importante, vitale pour les entreprises. Elle se trouve un peu partout dans l'entreprise et c'est important d'avoir un point unique, l'ensemble des fonctions et des modalités pour l'optimiser. Donc ça, c'est le plan. C'est le plan. Derrière cette notion d'optimisation de liquidité, il y a aussi une notion forte qui est celle de visibilité. Comment on donne de la visibilité aux entreprises sur leur cash à court terme. On l'a dit, et on avait suffisamment de fonctions et d'atouts sur notre plateforme, mais aussi à moyen et long terme. Et il y avait probablement des manques sur ces sujets-là. Et comme tout éditeur, quand un espace qui n'est pas couvert, on se pose la question de comment couvrir, comment répondre à ces besoins de nos clients, avec 3 options qui s'affichent à chaque fois. C'est d'abord, il faut qu'on développe des fonctions complémentaires ou des modules complémentaires, c'est un peu notre métier quand même. Deuxième option qui se propose, c'est de racheter un acteur qui est positionné. Kyriba a déjà démontré cette capacité avec le rachat d'une société qui s'appelle FireApps aux US il y a quelques années pour traiter du risque de change. Et puis la troisième option, c'est de faire de collaboration. Donc ça, c'est le plan. Et puis ça peut être un premier pas d'ailleurs vers les autres. Ça peut être un premier pas, effectivement. Alors, on en parlera après, mais... on en parlera après la session. Donc ça, c'est le plan. Et puis il y a le déclencheur. Le déclencheur, c'est un projet. Donc là, je me souviens avoir appelé Benjamin et ses équipes un vendredi soir. On était sur un dossier, une société dans le nord de la France, et on sentait bien que le directeur financier avait envie de travailler avec nous, mais que notre proposition n'était pas complète par rapport aux compétiteurs. Et donc, j'ai appelé Benjamin et ses équipes, et je leur ai demandé ce qu'ils faisaient lundi matin, et ils se sont rendus disponibles pour faire ce rendez-vous avec ce directeur financier et présenter leur offre. Et le commercial m'a appelé quelques jours après pour me dire que le directeur financier était enthousiaste et que c'était signé. Donc, à ce moment-là, je pense que j'ai compris quelle voie on allait explorer pour couvrir ce besoin. Et donc, voilà, c'est un schéma assez classique finalement dans nos métiers. Et du point de vue de CashLab, quelle était l'opportunité ? On commençait à avancer un petit peu, à tâtonner. On a le niveau de maturité, on se connaissait évidemment. Et puis l'enjeu était de se dire aujourd'hui, mais moi j'ai un prisme aussi, je vois toute la brique techno qu'un corporate, une entreprise doit avoir ou devrait avoir. Et donc, on naturellement se rapprocher d'Emmanuel et de ses équipes, ça se faisait. Après, le cas client est tombé à point nommé pour valider un besoin de marché, valider aussi auprès des équipes de Kyriba
que sur le terrain, ils allaient y gagner. Donc, tiens, j'ai un arc complémentaire, une corde à mon arc en plus. Et derrière, il fallait que nous, par contre, l'enjeu, c'était d'être au niveau. Enfin, quand vous arrivez avec le leader de la gestion de trésor mondial, vous devez être au niveau. Quand on est petit, on apprend tous les jours, tout ça. Donc, d'ailleurs, on a appris beaucoup depuis qu'on travaille ensemble et on a bien grandi, on s'est bien développé. Et voilà, l'enjeu était d'être au niveau à ce rendez-vous-là. Je rebondis sur ce que tu dis. Sur la relation, quoi, sur la profondeur de relation qu'il y avait. J'ai compris qu'elle était ancienne, cette relation, et qu'elle était de confiance depuis longtemps, notamment parce qu'il y a eu des échanges de conseils. Il y a eu des échanges de conseils. Alors, en fait, vous savez, la gestion de la trésorerie, le pilotage de la trésorerie, c'est un petit écosystème. Hein. On se connaît tous, on a changé de boîte, on a navigué, mais par contre, il y a une constante, c'est si vous êtes là depuis 15 ans, 20 ans dans un métier, si on vous fait confiance, c'est que vous avez a priori fait les choses pas trop mal. Donc oui, il y avait cette relation que Emmanuel me connaissait, et a priori, on avait été dans l'échange auparavant. Par contre, il y a un enjeu fort sur la techno. Parce que là, moi, le métier du conseil, on a mis dans le lab, on a mis toute notre connaissance dans la techno. C'est ce qui nous différencie d'ailleurs l'expertise de nos concurrents sur ce sujet-là. Mais il fallait que la techno soit au rendez-vous. Et donc là, c'est un enjeu fort. L'édition de logiciels, le métier de l'éditeur de logiciel et d'être pertinent avec cette brique technologique, c'est là où on a été au rendez-vous. Et ce qui m'a frappé quand on échangeait au préalable, c'est que j'ai l'impression que tu as beaucoup appris aussi sur ce métier d'éditeur. Énormément, j'ai appris, les équipes ont beaucoup appris, on apprend encore tous les jours, on peaufine, on est sur l'expérience utilisateur évidemment, au contact des clients, mais en plus au contact des discussions avec Emmanuel sur c'est quoi l'approche d'un éditeur. Être consultant, c'est une chose, être banquier, c'est une autre chose. On a vu avant le banquier dans sa position et qui veut. Mais être éditeur, c'est vraiment être pertinent et évoluer au fur et à mesure pour être toujours pertinent sur un sujet qui va animer le corporate. Donc aujourd'hui, Emmanuel on est sur le qui-vive pour l'édition, pour être le meilleur possible, pour offrir la brique qui va intéresser le trésorier et le DAF en permanence. On voit que les échanges en fait dépassent largement le produit et vont même jusqu'à te développer sur la manière dont tu conduis le business. Donc on est bien au-delà de servir un besoin spot. Le relationnel a évidemment beaucoup joué et c'est un prérequis indispensable d'avoir de bonnes relations, d'être sur la même longueur d'onde, de partager des valeurs, comme tu as dit tout à l'heure. Maintenant, il y avait de notre part un pari à prendre. Parce que je savais évidemment ce que Benjamin faisait avec ses équipes, ce qu'il préparait. Là où j'avais moins de visibilité et on retrouve la notion de pari, c'est sur la maturité de son offre. Et quand on lui demande de venir avec nous sur un dossier, on prend ce pari-là. On prend ce pari que l'offre va être à niveau et qu'ils vont faire les efforts nécessaires pour porter la valeur aux clients qu'on a en face. Et donc oui, les rapports humains indispensables, mais on parle aussi business, on représente des sociétés. Moi, je représente Kyriba et donc il faut que j'agisse aussi évidemment dans l'intérêt de Kyriba. Et on a été très, très surpris et très agréablement surpris du niveau de maturité qu'ils avaient sur leur offre et finalement assez rapidement. C'était une belle surprise pour nous. Et alors, ils ont continué à développer et tous les jours. Mais sur ce premier dossier, ils avaient déjà une maturité qui faisait que le directeur financier en face a fait ce choix. Je souris parce que le directeur financier, sans faire exprès, a répondu avec mon associé en copie en disant c'est exactement ce qu'il nous fallait. Et donc, mon associé a répondu écoutez, ça tombe bien, mais il s'est enlevé évidemment des emails. Mais sur ce dossier-là, on a eu un retour positif tout de suite. Un point important de là où on a appris aussi, c'était dans les collaborations à plusieurs niveaux. L'aspect marketing aussi, on collabore beaucoup. Donc chez nous, Caroline, avec tes équipes. Ensuite, derrière, on a un point de vue technologique aussi, on avance. Donc, il y a avec les API, puisqu'il y a quand même des vrais enjeux aussi que les plateformes se parlent. Donc, on apprend à tous les niveaux et c'est vrai que c'est assez important pour nous et ça nous permet d'accélérer. Concrètement, sur la conduite du projet, quand on a échangé, quelque chose m'avait frappé, c'était en fait, vous avez été très rapidement en mode de travail intégré avec les équipes commerciales. C'est ça? Oui, alors, dans l'approche, on n'a pas inventé grand-chose.
on a pris nos cours de marketing première année, chapitre 3, comment lancer une offre. Et on a travaillé sur le produit, Benjamin l'a dit, sur l'intégration d'API. Sur le pricing aussi, c'était un sujet important parce qu'on était sur des modes de pricing assez différents au départ. Et l'idée, c'était de converger pour proposer quelque chose de cohérent. Sur la promotion de l'offre aussi, donc du marketing. Et on a fait beaucoup d'événements pour faire justement la promotion de cette offre. Et puis, les canaux de distribution. On est chez Kyriba à la fois sur la vente directe et indirecte. Et donc, il était important de mobiliser les équipes aussi. C'est aussi un facteur clé de succès. Et donc, avec des revues de pipe, des réunions internes, des présentations, des démos. Le pipe commercial, revue commune du pipe commercial. Absolument, oui. D'accord. Donc, intégration très forte et lien très fort avec les équipes sur ces différents sujets. Donc, et là, au-delà de notre relation à Benjamin et moi, ce qui a aussi bien fonctionné, c'est la relation avec les équipes. Il y a aussi beaucoup de réactivité, beaucoup d'entente. Et ça aussi, c'est important dans la réussite du projet. En termes d'indicateurs, le thermomètre, c'était quoi? Les ventes et la satisfaction. Alors, on en a parlé aussi tout à l'heure. La satisfaction des clients, évidemment. C'est bien de vendre, mais il faut avoir des clients satisfaits. Et là aussi, on a été assez surpris, agréablement, du niveau de satisfaction élevé, très rapidement. Et ça a été mesuré, alors, différentes façons de le mesurer, mais il y a quelque chose qui ne ment pas, c'est quand on prend son téléphone, on appelle un client, on lui demande de faire un témoignage sur un webinaire comme celui-ci ou autre, et que sans hésiter, il dit sans problème. C'est un indicateur de satisfaction très fort, et on a eu cette chance-là de pouvoir faire des événements, on parlait de marketing tout à l'heure, des événements avec à nos côtés des clients. En termes de résultats, donc ça a été assez rapidement la première intégration, le premier client, ça a été au bout de combien de temps? Quelques semaines après nos relations. Il y a eu ce premier dossier déclencheur, et puis après ça s'est enchaîné, donc assez vite. En termes de conquête de clients, vous en êtes Alors, c'est toi qui as des chiffres exacts. C'est 30, je ne sais plus. Alors, en commun, on doit avoir, on a 10 et on en a 20 qui sont, on va dire, en progression, on va dire. Mais voilà, donc avec des enjeux soit de complémentarité en pitch commun, soit on vient après, soit il y a mardi un rendez-vous où on a eu la question de nos API. Et donc complémentarité technologique. Donc, on a différents modèles, différentes situations plutôt que de modèles. La dynamique, encore une fois, elle est bonne. Et alors, au-delà du chiffre même, moi ce que je mesure surtout, c'est le retour du terrain. Les clients, on l'a dit, on les appelle, ils sont contents. Nos commerciaux, aussi, nos commerciaux, quand aujourd'hui ils adressent ces problématiques, ils sont sereins. Et ce n'était pas le cas il y a quelques mois encore, où dès qu'on parlait de problématiques budgétaires, de forecasting moyen long terme, on marchait sur des œufs, ils marchaient sur des œufs. Et aujourd'hui, ils ont la réponse, ils savent que c'est une réponse solide, cohérente, intégrée, et du coup, ça crée une dynamique commerciale forte aussi. Et on a des perspectives qui vont bien au-delà des chiffres que Benjamin partageait. Puisqu'on l'a dit, la France est le laboratoire. On espère pouvoir commercialiser cette offre-là en Espagne prochainement aussi. Donc voilà, la dynamique est vraiment… Donc la prochaine étape, c'est l'internationalisation. Absolument, okay. Absolument. Et il me semblait aussi quelque chose d'intéressant, c'était l'accès grâce à toi, en fait, ou à ton offre, à un autre profil de client ou d'interlocuteur, c'est-à-dire passer du trésorier au CFO. Est-ce que… Oui, vous avez demandé à Benjamin ce qu'il a appris. Ça, c'était de notre côté, cet apprentissage. Alors, on parlait à des CFO, évidemment, parce qu'on a des programmes qui adressent des sujets qui les concernent directement. Mais c'est vrai que nos interlocuteurs privilégiés sont les trésoriers. Et le fait d'arriver avec une offre qui projette les clients plus loin, sur des mécaniques budgétaires plus larges, nous amène à discuter beaucoup plus rapidement et simplement et facilement avec les CFO. Et ça, c'est un point important pour nous, parce qu'évidemment, on cherche aussi à séduire ces décideurs.
Si on prend l'équation justement des interlocuteurs, on a le trésorier, le contrôleur, le contrôle de gestion, la direction du controlling, le directeur financier. Et c'est vrai qu'avec la brique, enfin les briques, parce qu'il y a plusieurs modules, plein de modules chez Kyriba, et nous on en a deux, mais donc cette brique complémentaire permet justement d'adresser cette partie direction du controlling et du contrôle de gestion, et donc finalement aussi servir complètement la vision, les intérêts de la direction financière au sens large. Voilà, donc c'est très modestement, c'est peut-être par ce biais-là qu'on est remonté. Peut-être, j'en profite, puisque vous êtes dans une logique de plateforme un peu, vous demandez une solution plateforme, et c'est un petit peu aussi ce que d'autres acteurs, notamment les banques, essayent de faire, et ça vous évoque quoi comme réflexion, en quoi pourquoi en fait c'est plus facile de passer par une plateforme existante qui a agrégé déjà des solutions que pour une banque de tenter de le faire elle-même en fait. Alors déjà, ça veut dire que tu es sur la bonne stratégie. Sachant que vous proposez en marque blanche aussi. Alors on a effectivement des contrats avec des banques qui, sous leur marque, proposent notre offre à leurs propres clients. Donc on a signé un accord important avec la Société Générale il y a quelques mois. Intesa en Italie. Donc voilà, on a ce type d'accord. Après, on a aussi la même démarche autour de la plateforme, avec un positionnement qui est quand même très différent. Très différent parce que déjà agnostique. Et c'est important. Nos clients travaillent avec des dizaines de banques potentiellement dans le monde, peuvent changer de pool bancaire aussi. Donc ils ont cette souplesse à travers les outils qui sont les nôtres de choisir leur partenaire bancaire et d'en changer, de le faire évoluer et d'être accompagné à travers notre plateforme sur l'assurance qu'on va pouvoir connecter l'ensemble de ces banques. On connecte aujourd'hui au quotidien des centaines de banques dans le monde, mais pas seulement. La plateforme, elle est communicante, elle connecte aussi le système d'information du client, quel que soit, là encore, de manière tout à fait agnostique aussi, quel que soit son système d'info, SAP, Oracle ou d'autres, peu importe, ou au sein d'un même système, différents acteurs. Donc notre objectif, c'est vraiment de connecter l'ensemble des interlocuteurs de nos clients pour rassembler de la data à un endroit et lui permettre de prendre des décisions qui concernent ses liquidités. Donc un positionnement assez différent. Et puis, par rapport aux banques, on a des clients qui nous ramènent vers la désintermédiation. Alors, on n'emploie plus trop ce terme, mais ça existe et ça continue. Et aujourd'hui, pour prendre un exemple très concret, on monte des programmes sur nos plateformes où d'un côté, on a nos clients qui sont des gros clients, qui sont cash riches, qui se posent la question de quoi faire avec ce cash. Et en face, ils ont leurs fournisseurs qui peuvent être plus modestes et qui peuvent être surtout en difficulté. L'idée, c'est de rassembler ces deux interlocuteurs sur la même plateforme, de proposer aux clients de payer par anticipation leurs fournisseurs. Et du coup, c'est un système assez vertueux puisque le fournisseur est payé plus tôt, le client retrouve de la rentabilité de son cash parce qu'évidemment, en échange de ce paiement par anticipation, il y a un discount sur la facture. Donc, c'est un système assez vertueux qui est complètement en dehors du système bancaire et sur lesquels on est aussi sollicité par les clients. Et donc, ça nous donne, comme je disais tout à l'heure, une position assez particulière et assez différente de celle des banques. Mais c'est néanmoins un service à valeur ajoutée importante que toute banque aimerait aussi fournir. Je pense que, vous pouvez lire mon CV, je pense que en tant que banquier, on peut en parler. Le client corporate aujourd'hui, il va chercher justement quelque chose qui est potentiellement banque diagnostique. C'est ce qu'on voit sur le marché. Il veut une expertise, il veut une brique technologique. Après, le banquier, il a une relation avec lui qui est différente. Et c'est vrai que la banque souhaite lui fournir cette solution-là. Et la meilleure approche, c'est toujours, c'est soit on fait un partenariat, soit on achète, soit on développe. Donc, l'idée aujourd'hui des banques, ce qu'on en voit, ce que fait très bien Kyriba, c'est ce système de marque blanche pour proposer la meilleure technologie possible pour servir la banque, mais aussi la possibilité de se connecter à d'autres banques. Et certaines banques l'utilisent comme ça, elles le poussent en marque blanche. Nous-mêmes, on est sollicité pour positionner en marque blanche aussi auprès de banques. Et donc, c'est, je pense, un bon moyen de servir le marché des entreprises avec une brique techno, une expertise, et autour vraiment le métier de banquier qui vient, les aspects de compliance, KYC et autres, métier de banquier est différent. C'est vraiment quelque chose, sachant que cette brique technologique doit être un facilitateur ensuite du métier de banquier, clairement. On va peut-être finir sur
j'avais bien aimé, vous aviez donné un conseil, une idée de conseil à l'audience. N'ayez pas peur. Voilà. N'ayez pas peur. Ouais, c'est le conseil que je donnerais. C'est-à-dire que déjà, prendre conscience qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est la première chose, parce que évidemment, les sujets sont très vastes, très complexes parfois, très techniques. Et en termes de go-to-market et d'expertise, prendre conscience avec toute humilité qu'on ne peut pas faire tout seul, c'est la première étape. Et ensuite, s'ouvrir à de nouveaux acteurs, s'ouvrir à de nouvelles technos aussi. Et donc, évidemment, faire lever cette barrière de crainte. Il faut tenter des choses et ça fait aussi partie de notre métier. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc maintenant, on va accueillir maintenant un autre couple. Et ce couple s'articule autour de la société Tessie qui en gros, digitalise, améliore les processus métiers. Tu le diras sûrement mieux que moi. Et pour ce faire, a senti que le marché a remonté comme besoin le fait de maîtriser une technique complémentaire liée à la fraude qui n'existait pas en interne. Tout à fait. Donc présentez-vous. Vas-y, je t'en prie, François. Donc François de Pimaudan, je m'occupe du développement commercial chez Blackwen. On est une société très jeune, on a été créé en 2019 et on a développé des modèles de lutte contre la fraude pour les institutions financières, donc en particulier les organismes de crédit. Et donc bonjour, donc je suis François Quay, en charge du marché banque chez Tessie. Donc société de services numériques, et puis nous accompagnons aussi les établissements financiers et les autres structures dans leurs projets d'externalisation. Voilà. Jeunesse du projet, l'opportunité que vous aviez décelée l'un et l'autre. Oui, alors comme souvent, c'est à travers un besoin client, à travers un besoin marché qu'on identifie un besoin. Et là, en l'occurrence, c'était un appel d'offres émis par un établissement de crédit qui recherchait un prestataire en capacité de l'accompagner sur l'automatisation complète de sa chaîne crédit. Voilà. Et donc, ça a été l'origine de notre contact, puisque nous disposons de pas mal de briques technologiques où on va chercher les meilleures technologies du marché. Et on a identifié, du coup, Blackwen comme un prestataire nous permettant d'apporter de la valeur ajoutée sur notre socle technologique. Et donc, Tessie est venu nous chercher. Évidemment, quand on vient nous chercher avec un besoin client, on répond. Mais ça nous a surtout permis de mettre le doigt sur quelque chose dont on pressentait, mais c'est que cet appel d'offres, on n'était pas dessus. Et si on avait été dessus, on n'aurait pas su répondre à tout. Mais voilà, on est petit, on n'est pas forcément dans le radar sur des grandes sociétés financières quand elles font leur appel d'offres. Et donc, on voyait qu'il y avait des choses qui passaient hors de notre radar et que si on n'avait pas ce genre de partenariat, on les verrait jamais passer. Vous étiez en approche directe des clients et là, c'était la démonstration par la preuve qu'il y avait plus de leviers passés par du B2B2C, enfin B2B2B en l'occurrence. C'est exactement ça. Moi, j'étais très intéressé par la table ronde précédente. Je pense, j'espère qu'on en sera là dans quelques années. Nous, on est vraiment au début, mais voilà, c'est tout à fait ça. On est une petite start-up avec 3 ans d'existence. Aujourd'hui, en vente directe, des capacités de vente qui sont devant vous tout de suite. Et voilà, et s'appuyer sur un acteur de confiance du marché qui prend ce pari de venir avec nous, nous, ça va emmener l'exigence, puisque si Tessie, j'étais très, très intéressé par ce que Kiriba avait dit tout à l'heure. Quand Kiriba a dit on a fait un pari, Tessie fait ce pari aujourd'hui. Donc, nous, on aura à cœur forcément
de faire en sorte qu'ils satisfassent leurs clients. Et c'est très important, en fait, ça nous tire vers le haut. Et en même temps, c'est parce qu'ils font ce pari que ça crédibilise derrière le nom de Blackone. Et j'ai compris que, en fait, la brique que tu as portée était une manière d'enrichir le parcours, enfin de sécuriser le parcours, puisque pour que ce soit automatisé, il fallait que la brique fraude soit non seulement de qualité, mais assez real-time. Et j'ai compris qu'il y avait une bonne complémentarité dans les données que l'un et l'autre vous véhiculiez. Oui, tout à fait, parce que donc nous proposons une solution qui permet d'orchestrer, de gérer tout le parcours de crédit, hein, de l'instruction jusqu'à l'octroi. Et donc, ça peut être d'ailleurs via des solutions comme celle de Budget Insight qu'on a vu tout à l'heure sur l'agrégation bancaire. On capture la donnée et on va ensuite la faire circuler dans le but de pouvoir donner une autorisation de crédit et de le faire automatiquement dans la mesure du possible. Mais ça sous-entend du coup de sécuriser la donnée, de savoir si la personne à laquelle je vais donner le crédit peut l'avoir si j'ai pas un cas de fraude. Et donc ça, c'est un prérequis de l'automatisation. Et donc on a voulu véritablement muscler ce dispositif-là, puisque nous, on va travailler nativement sur la fraude grâce aux données que nous avons en possession, grâce aux documents que nous avons en possession. Mais on a voulu rajouter, du coup, une sécurité supplémentaire en travaillant aussi autrement la donnée et la lutte contre la fraude. C'est là où vous intervenez. Alors voilà, nous on a un prisme peut-être un peu pervers, puisque les gens qui veulent donner du crédit, par définition, ils veulent vendre leurs produits, ils pensent que les gens en face d'eux sont des gens honnêtes, qui vont peut-être avoir des problèmes de solvabilité, mais qui viennent chercher un crédit. Nous, on pense que malheureusement, on pense pas, on sait que malheureusement, dans la nature, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Ces gens-là, ils ont la capacité de créer de la donnée, de créer de la fausse donnée, de créer des fausses identités. Aujourd'hui, un truc tout bête, pour 500 €, on a une pièce d'identité française dont le numéro va être entré dans les systèmes de l'État et va permettre de passer toutes les douanes en France sans difficulté. Ça se trouve assez facilement. Il y a des fraudeurs qui vont déposer des statuts de société, déposer des faux comptes pendant 2 ans au greffe, puis au bout de 2 ans, aller attaquer des sociétés de leasing, aller attaquer BPI pour prendre du prêt rebond. Donc, nous, notre présupposé, c'est vraiment de se dire, ces gens-là, ils savent créer de la donnée, ils savent créer des fausses identités, que ce soit des identités d'entreprise, des identités d'individus, mais à un moment donné, ils vont commettre une erreur. Et cette erreur, on va la retrouver dans la donnée. Donc, on va travailler tout ça, on va analyser si le revenu de la société est cohérent par rapport à son secteur d'activité, son ancienneté, sa zone géographique, si quand elle dit qu'elle paye ses factures, ce qui est très bien, mais est-ce que c'est cohérent par rapport à ce qui est observé dans ce secteur-là? Est-ce que le revenu déclaré pour un individu est cohérent avec la moyenne pour cette catégorie socio-professionnelle, cette zone géographique, cet âge-là? Et finalement, on va essayer de trouver ces anomalies, lever des alertes. Et comme on fait ça avec des algorithmes assez sophistiqués de machine learning, pour dire des gros mots, ça permet aussi finalement d'avoir une bonne pertinence, de ne pas générer trop d'alertes et donc de ne pas générer trop de friction client, mais de bien écarter les mauvais clients. Donc à la créativité des fraudeurs, on oppose l'agilité des fintech. L'agilité des fintech et de leur association avec des grands groupes, tout à fait, voilà. Comment vous êtes connu en fait la première fois? C'était... Alors la première fois, clairement, moi j'ai fait des recherches sur des structures innovantes qui luttaient justement contre la fraude. L'idée, c'était vraiment d'apporter de la valeur sur l'appel d'offres. Donc, je me suis lancé dans des recherches et je suis tombé sur Blackone. On s'est écrit très rapidement et là, on est rentré en contact et on a tout de suite, en plus, je dirais, ressenti une même culture et une même façon d'aborder le client. Une logique commerciale commune qui nous a permis de assez naturellement répondre à l'appel d'offres et puis envisager du coup la suite en mettant en relation nos équipes techniques et en se lançant dans ce partenariat.
Et là aussi, une grande proximité dans le partage d'informations commerciales, de stratégies commerciales, c'est ça? Voilà, alors on est à la genèse encore hein, de tout ça, du coup, mais des clients en commun, des prospects en commun aussi à cibler. Et donc, on a aussi, je pense, une complémentarité dans la façon d'aborder nos clients. Peut-être aussi dans les interlocuteurs qu'on va rencontrer, où on n'a pas l'habitude de rencontrer tout à fait les mêmes types d'interlocuteurs. Donc, on va pouvoir mutuellement s'apporter dans le business et puis dans la façon de présenter aussi les choses et de concevoir les parcours de demain. Et après, moi, il y a là où il y a une vraie complémentarité aussi sur les interlocuteurs, c'est que dans le parcours de crédit complet que Tessie adresse, il y a beaucoup d'interlocuteurs, mais il y a beaucoup de la transformation digitale, la DSI et les métiers. Et moi, j'adresse principalement un métier qui va être le directeur des risques. Et c'est vrai que autant je peux convaincre le directeur des risques, et je peux le convaincre par la preuve à partir du moment où j'arrive à réduire la fraude et à lui faire gagner quelques centaines de milliers d'euros de pertes évitées par mois. Le ROI est là. Par contre, derrière, pour l'aider à embarquer sa DSI, à embarquer le digital, j'ai moins accès, moi, à ces personnes-là que Tessie côtoie au quotidien. Donc, de ce côté-là, ça m'aide énormément. Ok. Quels sont les travaux que vous avez menés principalement, parce que je comprends que vous êtes dans le processus de renforcer, de sédimenter le partenariat, mais quels sont les grands chantiers qui sont d'importance pour vous? Alors, les grands chantiers, ça va être là de finaliser, je dirais, la connexion et puis tous les chantiers techniques qui nous permettent d'arriver avec une offre aboutie à présenter aux clients. Mais je dirais que le principal chantier là sur 2022, ça va être d'éprouver vraiment notre relation sur des cas clients qu'on va identifier et qu'on va aller rencontrer pour présenter nos solutions. Moi, si je retiens ce qui a été dit précédemment, je vais réouvrir mon livre de marketing au chapitre 3, 4, voilà. Et non, c'est effectivement, là, on a fait quelque chose d'ad hoc pour un appel d'offres. On s'est montré réactif. Maintenant, je pense qu'on a ce travail en 2022 de structurer, de packager un peu plus notre offre. Moi, de mon côté, j'ai une réflexion qu'on est en train de mener sur la partie marque blanche. Évidemment, quand on est petit, on aime bien sa marque. Alors en plus, moi, dans l'histoire de Blackwen, j'ai participé à tout l'atelier où on a choisi le nom, le logo. Donc, autant vous dire que j'y suis attaché. Donc, si on met un petit pex dessus, mais business first. Non, mais on a évidemment ça à réfléchir. Je pense que de la même façon, je t'ai intéressé avant, on a des modèles de pricing qui sont pas complètement les mêmes. Moi, je vais avoir une licence annuelle flat qui va être basée sur la valeur ajoutée que j'apporte à mon client. Donc, il va falloir qu'on fasse converger des modes de tarification. Donc, on a un peu de discussion à avoir. Côté Blackwen, on y croit beaucoup comme un accélérateur. Puis, l'exemple précédent nous convainc encore plus. Mon actionnaire qui était sur la première table ronde, BPI, me pousse en plus très fort pour aller vers ce genre de partenariat. Donc, il y a pas de sujet. On y croit. On sait qu'on a du boulot pour le packager, se former l'un l'autre pour que les équipes de François soient très à l'aise et puissent le présenter sans moi au bout d'un moment. Mais voilà, donc on a du travail, on va faire notre travail. Et, voilà, sur 2022. Oui, sur 2022. Quel sera, d'après vous, le principal enjeu pour y arriver ou facilitateur? Oh, le principal enjeu pour y arriver humainement, techniquement, il n'y aura pas de problématique dans la relation entre Tessie et Blackwen. Le principal enjeu, ça va être de trouver vraiment les cas d'usage chez les clients. Ça peut nous arriver de nous battre parfois contre les SI internes, contre d'autres philosophies ou d'autres stratégies
informatique. Et je dirais que ça, voilà, c'est notre seule contrainte aujourd'hui. Après, la concurrence, elle va nous faire progresser. Et puis, commercialement, on a l'envie d'aller pitcher, et voilà, on y croit dans cette offre. Donc, voilà, notre enjeu, c'est d'y aller là maintenant. Et côté Blackwen, l'enjeu principal, si T6 révèle l'accélérateur qu'on espère, ça sera d'être capable de réussir à absorber cette accélération. C'est comme tout, hein. Aujourd'hui, on est dimensionné relativement petit avec un schéma plutôt en direct. Si demain Tessie nous aide à accélérer beaucoup, on sait qu'au début on souffrira pour absorber cette accélération. C'est comme tout, et puis une fois qu'on aura trouvé notre rythme de croisière, il n'y aura plus qu'à délivrer. Des conseils pour l'audience, des conseils, je sais pas, testez-nous peut-être. Voilà, nous on est à la disposition à votre disposition pour vous présenter cette solution, pour vous écouter, comprendre vos problématiques et essayer de trouver des solutions pour mieux les adresser. Après, sur des gens qui veulent monter des partenariats, je pense que effectivement, et pour avoir discuté d'autres partenariats par ailleurs, j'ai vu des partenariats qui venaient uniquement parce qu'il y avait deux chefs de produits qui s'étaient parlé, puis ils parlaient, et puis ils faisaient des branchements, mais finalement, ils n'avaient pas vraiment sondé avant le besoin marché. Ils avaient pensé que oui, c'était complémentaire, mais au final, ils n'arrivaient pas à le vendre. Là, le fait de répondre de façon commune à un appel d'offres avant de regarder tous les détails techniques, c'est le marché qui doit tirer la technique et pas la techno pour la techno, en fait. Et ça, c'était clairement dès le départ transparent, partagé. Oui. Et il me semblait que vous avez un dispositif pour repérer des pépites. Oui, tout à fait. On a un programme Pépite Shaker qui a pour objectif effectivement d'identifier des petites sociétés, des startups avec lesquelles on pourrait nouer des partenariats ou simplement pour proposer aussi à nos clients des nouveaux programmes innovants, etc. Et donc, notre relation aussi s'inscrit dans cette démarche-là, puisqu'on ne peut pas tout faire et on va aussi capitaliser sur cette stratégie d'alliance et de partenariat pour proposer à chaque fois les meilleures solutions à nos clients. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, je ne sais plus combien de temps il reste pour conclure. Donc, d'abord, je vais remercier encore une fois tous les participants actifs à ce panel. Merci à Finance Innovation aussi pour l'organisation. Je crois qu'on a vu trois belles expériences de collaboration et qui s'expliquent, à mon avis, par pas mal de best practices, entre guillemets, qu'on commence à voir poindre. Clairement, on le disait à l'instant, au début était l'opportunité commerciale, qui à chaque fois, dans les exemples qu'on a vus, était extrêmement claire, même très formalisée, même très basiquement formalisée avec un appel d'offres auquel il faut répondre. Donc là, c'est la voix du client tout à fait claire. Un autre axe que j'ai noté tout à l'heure et dans les différents couples bien nommés, c'était la qualité de la relation. C'est-à-dire pas intense au sens fréquence, mais profonde sur du respect, sur des preuves de confiance et dans le temps, une espèce de s'apprivoiser un petit peu. Donc les fondamentaux aussi étaient, et on a un peu abordé les aspects de projet, mais les ressources projets dédiés, ça c'était quelque chose d'assez important, et une organisation qui est capable d'accueillir ces objets un peu différents. Typiquement, c'était l'organisation de BPI qui a mis un cadre spécifique pour embarquer dès l'amont les fonctions régaliennes qui, dès le MVP, sont présentes, savent interagir avec ce genre de projet et qui après, un peu plus naturellement, je dirais, dans la phase aval d'industrialisation, avec ce partenaire ou un autre, sont capables d'être des vrais partenaires du projet. Et aussi, peut-être les connaissances. Intéressant de voir qu'à partir du moment où les entreprises sont droites dans leurs bottes sur quels sont les vrais matchs
commerciaux à jouer et quels sont les savoir-faire à acquérir, parce qu'elles n'ont pas, eh bien, c'est plus clair d'avancer. Et pour se faire cette idée-là, on voit bien qu'il y a des travaux préparatoires, des expériences préparatoires pour monter son stock de connaissances, j'allais dire, sur ces sujets qui sont clairs, à condition, encore une fois, d'avoir pris conscience que de ce livrable-là, de toutes ces expériences précédentes qui sont de la connaissance pour le coup d'après. Donc, ce qui me frappe aussi, c'est qu'on sent bien que le niveau de jeu en termes de collaboration monte, clairement sous l'impulsion de ces sociétés technologiques établies, dont le business model repose, quand on est dans le business, par exemple, des plateformes, vraiment sur la collaboration avec des pépites technologiques qui leur permettent d'aller plus loin. Donc, le niveau de jeu monte au global. Donc, ça, c'est quelque chose que les acteurs traditionnels doivent vraiment avoir en tête. Et enfin, je dirais que sur le fond, c'était intéressant de voir deux stratégies pour les banques. Une qui est de recourir à une solution simplifiante, c'est-à-dire une plateforme qui intègre pour elle tout l'écosystème pertinent pour son besoin, ou bien une solution plus offensive, je dirais, qui est moi, établissement, j'intègre directement une fintech. Et bien sûr, pour pouvoir le faire, pour pouvoir juger ça, il faut avoir fait son introspection sur ses capacités à le faire. Et je dirais en mot de conclusion, j'espère que ce panel a un peu contribué à apporter sa pierre pour que tous les acteurs se fassent cette introspection. Merci encore. Merci Pierre-Nicolas d'avoir présenté les collabs. Justement, on a pu remarquer un peu cette ouverture d'innovation, enfin ce qu'on appelle open innovation. Je veux pas vous refaire la définition, mais voilà, on a vu qu'on avait pu identifier, partager, voire valoriser ces connaissances avec ces nouvelles pépites technologiques justement, et qui permettent justement soit à ces grands comptes ou même ces petites entreprises au final de devenir plus grandes au final, que ce soit des petites ou grandes entreprises. Voilà, on a pu constater à travers avec les membres du pôle aujourd'hui, enfin, nos 6 partenaires aujourd'hui sont membres du pôle, et on a pu constater aussi que voilà, c'est une grande fierté pour le pôle financiarisation de présenter ce genre de produit, dans le sens où ce sont des nouvelles technologies et surtout ça prône surtout l'innovation. Voilà. Pour vous faire un petit teaser pour la prochaine, donc on va faire un appel à candidature justement pour la nouvelle session de juin. Donc n'hésitez pas la semaine prochaine à candidater. On enverra un appel à candidature la semaine prochaine où vous pourrez candidater justement pour ces nouvelles collaborations entre startups et grands comptes. Je vous remercie infiniment. Et le 27 février, nous avons aussi le F2F, qui est le même principe que les collabs, mais version FinTech, tout FinTech. Voilà. Merci encore, Pierre-Nicolas. Merci à toutes les collaborations qui ont participé. Et n'hésitez pas à retrouver ce webinaire sur notre YouTube pour une rediff indéterminée, infinie. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à regarder ce webinaire. Merci à tous.